Mais bonjour, puis bienvenue à cette conférence. La conférence va porter sur mon mémoire de recherche et plus précisément sur les pamphlets de Val-d'Ombre. Donc, avant d'en venir à mon hypothèse de recherche, qui est l'antimodernité de Val-d'Ombre, je vais présenter un peu les pamphlets, rapidement, situer l'œuvre et aussi situer le contexte historique, donc les années 30, montrer en quoi c'est une époque assez importante pour l'histoire du Québec, mais aussi pour la littérature québécoise, l'histoire de la littérature québécoise. Ensuite, j'en venir à mon hypothèse de recherche, donc parler de l'antimodernité, de la figure de l'antimoderne, en présentant des exemples avec les pamphlets de Val-d'Ombre. Donc, les pamphlets de Val-d'Ombre, c'est une revue politique et littéraire qui est écrite par Claude-Henri Grignon, donc c'est le seul collaborateur de la revue. Il auto-publie cette revue de sa demeure à Sainte-Adèle. Il y avait environ 3000 abonnés à sa revue, ce qui est quand même un succès littéraire notable pour l'époque. Et donc, c'est 2250 pages, les pamphlets de Val-d'Ombre. C'est 5 séries de 1936 à 1943. Il va faire dans sa revue de la critique littéraire, donc des œuvres québécoises comme 30 arpents de Ringuet en 38, aussi des œuvres québécoises un peu moins récentes, donc comme celle de Néré-Beauchemin, poète Néré-Beauchemin ou Pamphile Lemay, et même de l'épistolière Élisabeth Bégon à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, il cherche aussi un peu à répondre à Laure Durham, comme on voit par la citation ici. Et il va commenter la politique québécoise, donc l'arrivée au pouvoir de l'Union nationale de Maurice Duplessis, gouvernement qui va s'en prendre quand même assez violemment, et commenter également la politique internationale, donc surtout ce qui se passe en Europe avec la montée des fascismes italiens et allemands, et commenter aussi l'évolution de la Seconde Guerre mondiale. Donc les pamphlets de Val-d'Ombre, son titre l'indique, c'est avant tout des pamphlets, donc même quand il fait de la critique littéraire ou qu'il commente un fait culturel un peu anodin, il va toujours chercher à être polémique ou satiriste. Il va volontairement provoquer. Le narrateur va être aussi très présent dans ses textes, même un de ses textes critiques, notamment celui de 30 arpents. Il va parler, je crois, pendant 30 pages des anciennes querelles littéraires et aussi de sa vision de la littérature pour faire 5 pages sur le roman. Bref, on peut le voir aussi par la signature de Val-d'Ombre. Ça fait un peu écho, ça renvoie à la signature de Zorro, un peu, donc une posture de justicier, une posture de prophète dans les pamphlets. Il se pose aussi, il prend un peu le rôle d'éclaireur, d'intellectuel qui va venir éclairer la jeunesse qui est assez révoltée à l'époque, compte tenu des années 30, donc de ce qui se passe dans les années 30. Donc, les années 30, c'est une époque très importante, une décennie importante. Ça s'agite un peu partout dans le monde suite à la crise de 1929, qui va aussi frapper assez durement le Québec. Fernand Dumont a même, donc le célèbre sociologue québécois, a même parlé des années 30 comme d'une première révolution tranquille. Je vais le citer, il va dire « Néanmoins, si l'on cherche le premier moment historique d'un décrochage, non plus de procès dispersés, mais d'un changement proprement collectif, c'est dans les années 30 qu'il se peut trouver. Donc, on cherche de nouvelles solutions au capitalisme et au libéralisme économique, qui est tenu responsable de la crise de 1929. Donc, on va apporter des solutions comme le socialisme ou surtout au Québec, le corporatisme, qui est un modèle économique proposé par l'Église catholique, qui s'inspire un peu de ce qui se faisait au Moyen Âge. Je vais changer, ce ne sera pas bien long. Donc, c'est ça. Et ça s'incarne surtout ce mouvement, on pourrait dire moderne, de changement par la fondation de l'Action libérale nationale de Paul Gouin en 1934. Donc, Paul Gouin, c'est le chef de l'Action libérale nationale. C'est
le fils de l'ancien premier ministre du Québec, Lemaire Gouin. Donc, après 40 ans de règne libéral, certains dissidents du parti vont fonder, dont Paul Gouin, l'Action libérale nationale, avec d'autres figures importantes de l'époque qui ne sont pas issues de la politique provinciale, comme Ernest Grégoire, le maire de Québec, ou un dentiste du nom de Philippe Hamel, qui va s'être intéressé à la question de l'hydroélectricité. Donc, l'Action libérale nationale, c'est un parti réformiste qui va être appuyé par les penseurs néo-nationalistes de l'Action française, qui va devenir l'Action nationale, donc des penseurs économistes comme Édouard Montpetit ou Esdras Mainville, qui vont chercher à faire la lutte au trust, qui vont aussi, par leurs travaux, dans la revue de l'Action nationale ou dans des ouvrages, montrer la domination économique des Canadiens français par les Anglais et les Américains. On va même proposer, avec l'Action libérale nationale, de nationaliser l'hydroélectricité. Donc, on est déjà un peu en suspens les bases de la Révolution tranquille, déjà dans les années 30, avec ce parti, qui va fusionner avec le Parti conservateur de Maurice Duplessis. Donc, on le voit sur la photo ici, à gauche, dans l'écran, avec Paul Gouin à droite. Donc, ils vont fusionner pour former l'Union nationale, qui va prendre le pouvoir en 1936. Mais Duplessis va pas trop respecter les ententes et les propositions de réforme de l'Action libérale nationale. Il va même tasser Paul Gouin du parti et donner des postes un peu moins importants à des grandes figures comme Philippe Hamel dans le parti de l'Union nationale. Donc, il va un peu rompre sa promesse, il va un peu freiner ce mouvement de modernité et il va pratiquer une politique assez traditionnelle qui n'est pas très différente de ce qui se faisait auparavant. Donc, on a un mouvement de changement dans les années 30 en politique, mais aussi en littérature. On va avoir de nouvelles éditions, de nouvelles maisons d'édition qui vont naître, comme celle d'Albert Pelletier, qui va fonder la maison d'édition du Totem, qu'on voit ici, et qui va publier des œuvres comme Un homme et son péché, de Claude-Henri Grignon, mais aussi Les demi-civilisés, de Jean-Charles Harvey. Donc, on a un changement important aussi en la littérature québécoise. On essaie de renouveler les thèmes. On va voir naître, par exemple, on va voir apparaître le premier recueil sous le pseudonyme de Jean Arrache d'Émile Coderre, donc Quand je parle tout seul, des poèmes urbains, donc qui représentent un peu la misère urbaine, un peu à la Jean Rictius. Il parle des demi-civilisés, qui va faire une critique importante aussi de la société québécoise et surtout de son traditionnalisme, de son conformisme. Roman qui va être censuré notamment par l'archevêque de Québec, Jean-Marie Rodrigue Villeneuve. Sinon, on a aussi un groupe de néo-romantiques féminins, c'est l'appellation qui a fait Jacques Blais, un spécialiste de cette époque-là, de la poésie de cette époque-là, avec des femmes comme Jovette Bernier, Alice Lemieux, Eva Sénécal, Simone Routier, qui vont être un peu dans la lignée de Laure Conant, qui vont favoriser des thèmes axés sur la psychologie et essayer des fois de renouveler un peu les anciennes formes. Donc, ils vont pratiquer le vers libre dans leur poésie, tout en maintenant quand même des formes assez traditionnelles comme le sonnet. Sinon, on a le régionalisme des dernières heures, donc la littérature un peu du terroir, qui va mettre de l'avant un réalisme assez novateur. Le régionalisme d'avant relevait un peu d'un idéalisme de la vie paysanne, et là, ça va être vraiment réaliste et parfois même un portrait sombre de la vie paysanne, comme on peut le voir avec 30 arpents de Ringuet. Et finalement, on peut parler aussi des personnalistes chrétiens de la revue La Relève, donc des jeunes écrivains comme Claude Urtibise et Robert Charbonneau, qui vont être influencés par la philosophie
de Jacques Maritain, qui propose une vision un peu plus individualiste de la chrétienté, donc plus axée sur une requête spirituelle, personnelle de la chrétienté, et un groupe dont faisait partie Saint-Denis Garneau, donc Hector de Saint-Denis Garneau, qui va publier aussi une œuvre marquante au cours de la même décennie, Regards et jeux dans l'espace, qui est assez novateur sur plusieurs niveaux. Donc je vais en revenir aux pamphlets. Dans les pamphlets de Val-d'Ombre, donc on retrouve des idées quand même assez conservatrices, traditionnalistes, donc qui participent de l'idéologie agriculturiste qui a été définie et analysée par l'historien Michel Brunet dans les années 50 et 60. Donc, on va voir une défense du catholicisme et de la paysannerie, une certaine idéalisation de la France d'Ancien Régime et de la Nouvelle-France, donc qui va être proche de l'idéologie nationaliste de Lionel Groulx. On va aussi partager certaines idées des monarchistes de l'Action française, donc un journal monarchiste d'extrême droite français, donc qui va aussi, sinon dans ses idées, faire valoir une certaine morale en or, une morale catholique. Mais si on trouve du suranné, du traditionnalisme dans les pamphlets de Val-d'Ombre, on trouve aussi des idées modernes ou originales pour l'époque et en regard du contexte québécois. Grignon va prôner un individualisme assez virulent. Il va défendre la liberté de presse, qui en souffrait un peu à l'époque par la censure de l'Église d'une part, mais aussi par la mainmise qu'avaient les partis politiques sur le journalisme. Donc à cette époque-là, un journal était souvent soit bleu, donc soit affilié au Parti conservateur, ou soit rouge, donc affilié au Parti libéral. Il va d'ailleurs saluer la parution du Jour, donc le journal de Jean-Charles Hervé, qui est assez différent d'un point de vue idéologique, assez différent de Claude-Henri Grignon, mais il va saluer parce que c'est un journal indépendant, donc qui contraste avec le journalisme de l'époque. Et Val-d'Ombre va aussi commenter des auteurs, des écrivains qui sont soit peu recommandables pour le contexte, encore une fois, québécois, des auteurs mis à l'index comme Baudelaire ou Rousseau, ou des écrivains. Il va parler aussi beaucoup d'écrivains méconnus, contemporains, qui affichent une certaine modernité, comme Walt Whitman, le poète américain, ou Céline, et encore Bernanos. Sinon, dans les pamphlets, on retrouve aussi, je crois que c'est l'aspect le plus original des pamphlets, c'est une langue, parfois qui s'approche de la langue oralisée et recours aux expressions populaires. Là, on le voit à l'écran, il dit déjà dans les années 30, donc je pense que c'est en 38, si je ne me trompe pas, ou en 39, que nous parlons joual et nous écrivons comme des vaches, donc ils utilisent déjà le mot joual, soit une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'années avant les insolences du frère Untel, qui va populariser le terme. Donc, il y a quand même des aspects assez novateurs chez Val-d'Ombre, un mélange de conservatisme, qu'on pourrait dire, de traditionnalisme, et d'idées originales qui ne sont pas un mélange qui n'est pas à l'abri des contradictions. On va le voir, il va privilégier la forme sur le fond. On va dire qu'il s'intéresse avant tout au style, mais il va demander à ce que l'art s'accorde tout de même à une morale catholique. Sur le plan politique, il va s'en prendre beaucoup à la démocratie. Il va même se dire contre la démocratie, mais il va participer en même temps, il va écrire au journal En avant d'un député libéral de Télé Bouchard. Et en étant contre la démocratie, il va aussi être contre le communisme, le socialisme et le fascisme italien ou encore le nazisme. Donc, il va être à peu près contre tout. Il est très difficile à saisir et à étiqueter sur le plan idéologique. Il semble n'appartenir à aucun groupe. Et les prédécesseurs, les chercheurs qui ont travaillé sur les pamphlets avant moi ou sur l'époque,
ont aussi souligné ces contradictions, le caractère paradoxal de Val-d'Ombre. Même un auteur comme Dominique Garand, qui s'est intéressé à la question du régionalisme, parlait de Val-d'Ombre comme un régionalisme en continuelle rupture avec la majorité des régionalistes, donc une figure assez ambiguë. Et avec mon mémoire, donc, j'ai cherché à approfondir, à mieux comprendre ces contradictions, ce caractère paradoxal-là, et c'est en posant l'hypothèse selon laquelle Val-d'Ombre serait un antimoderne que je pense être parvenu, ou du moins que ça va me permettre d'éclairer un peu ces paradoxes. Donc, l'antimoderne, c'est une figure développée par Antoine Compagnon. Antoine Compagnon, c'est un expert de Proust, ancien professeur au Collège de France et membre de l'Académie française. Donc, il dresse une liste de des antimodernes. Donc, il parle d'une tradition antimoderne qui irait de Joseph de Maistre, donc le père de l'antimodernité, à Roland Barthes. Donc, l'antimoderne, selon Compagnon, ce serait une posture particulière face à la modernité, une forme de résistance face à la modernité, mais qui participerait en même temps de la modernité. Donc l'antimoderne serait un nostalgique du passé, mais il y aurait la conscience de l'irréversibilité du mouvement historique. Donc il s'avouerait un peu déjà vaincu. Il s'attache à un passé, mais en même temps, il sait qu'on ne peut pas revenir en arrière comme le traditionnaliste pourrait le penser en proposant une nouvelle forme de monarchie, par exemple, si on prend le contexte français. Donc, Compagnon parle même d'un réactionnaire de charme, donc il ressemble quand même à un réactionnaire, il s'apparente au réactionnaire, mais de charme. L'antimoderne va chercher souvent à faire réagir, à provoquer par ses idées. Il va essayer de prendre toujours une idée paradoxale, difficilement défendable. Les personnes de gauche le pensent de droite et la droite le pense de gauche. Donc on retrouve ça aussi chez Val-d'Ombre. Les collaborateurs du jour, donc les journalistes du jour, un journal plutôt à gauche, le voient comme un réactionnaire traditionnaliste, alors que les fascistes du journal La Nation, donc un journal fasciste canadien-français, le voient comme un écrivain de gauche. Mais l'antimoderne aussi, on peut le repérer par 6 lieux communs, donc 6 figures que je vais présenter dans les prochaines minutes. Donc une figure historique, l'antimoderne serait un contre-révolutionnaire et qui serait proche, en fait, cet aspect contre-révolutionnaire l'amènerait aussi à critiquer les Lumières, donc il serait hostile à la philosophie du XVIIIe siècle. L'antimoderne serait pessimiste, il croirait également au péché originel. Son esthétique laisserait place au sublime, donc l'antimoderne serait particulièrement sensible à cette émotion qui est le sublime, donc que je définirai plus tard. Et finalement, l'antimoderne se caractériserait aussi par un style véhément, donc il prendrait le ton du prophète, et il chercherait un peu la polémique, et il serait un passionné de la langue. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ce sera pas bien long. Donc l'antimoderne a une position particulière à la Révolution. C'est un contre-révolutionnaire, mais c'est une position singulière qui s'approche des écrits de Joseph de Maistre sur la Révolution. Donc Joseph de Maistre, selon Compagnon, c'est le premier antimoderne. C'est aussi l'un des premiers à avoir écrit contre la Révolution. On dit de lui que c'est l'esprit du XVIIIe siècle contre les idées du XVIIIe siècle. Donc ça donne une idée un peu de ce que c'est l'antimoderne. Donc la posture de l'antimoderne face à la Révolution elle va être assez particulière. Il ne va pas chercher à nier la Révolution comme le ferait par exemple un traditionnaliste et à revenir en arrière.
l'antimoderne, comme j'ai dit, sait que l'histoire est irréversible, mais il va chercher plutôt à faire bifurquer, sans la nier, la révolution. Donc une fois que la révolution entre dans l'histoire, une fois qu'elle est attestée par l'histoire, on ne peut plus trop la remettre en question selon l'antimoderne. Et cette position particulière, on peut mieux la comprendre par la dialectique de la punition et de la régénération. Par exemple, Demaître, lui, voyait que la révolution était inévitable, que le régime était déjà miné par l'abus. Donc, la contre-révolution, ça va être son dépassement ou sa relève. Pour Demaître, la révolution, ça apparaît un peu comme une punition divine en vue d'une régénération. Donc, c'est comme Dieu est juste, ça repose sur l'idée que Dieu est juste. La révolution faisait partie des plans providentiels et donc c'est une manière de purifier la société française et de revenir par la suite à la monarchie. Si on ne trouve pas ce genre de discours au sujet de la Révolution chez Val-d'Ombre, on la retrouve au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Donc son premier texte sur la Seconde Guerre mondiale fait vraiment écho à la pensée de Demaître. Il va dire de la Seconde Guerre mondiale que c'est une horreur nécessaire, que c'est une punition divine, et que c'est Dieu c'est son indignation qui éclate avec tonnerre sur le torrent des hommes. Donc, c'est Dieu qui punit le monde, qui s'est roulé dans le luxe. Il va même attaquer dans son texte, on ne le voit pas ici, mais il va s'attaquer aussi aux catholiques, qui selon lui se sont fait les complices de Satan. Et on voit la pensée un peu contre-intuitive de l'antimoderne. Pour lui, c'est le modernisme qui va détruire le modernisme. Donc, c'est ce que représente aux yeux de Val-d'Ombre la Seconde Guerre mondiale. Donc, un peu dans le même esprit, l'antimoderne va se positionner contre les Lumières et surtout contre le culte de la raison, de l'idéalisme et de l'utopisme, un peu contre tous les principes défendus par les Lumières, notamment la souveraineté populaire. L'antimoderne va recourir à un argument qui fait appel à l'expérience. Donc, on parlait de politique expérimentale chez Demaître. Et comme je disais, c'est ça, il va être contre la démocratie, mais il va rien proposer d'autre. Et Antoine Compagnon dit de l'antimoderne qu'il porte la croix de la démocratie. Donc, chez Val-d'Ombre, on voit le même argument qui en appelle à l'expérience. Ici, c'est au sujet de Jean-Charles Harvey, qu'on voit à l'écran, une photo. Il va dire que la démocratie, en fait, ne nous a rien donné. Elle n'a pas donné les droits pour lesquels la Révolution s'est battue. Et il va parler des désillusions d'un Robespierre, le désespoir d'un Danton et les remords d'un Desmoulins. Nous en disons là-dessus. Bref, il en appelle aux figures des révolutionnaires. Il va s'en prendre aussi à la liberté, promis par la Révolution. Donc, il va dire la liberté n'existe pas sous les dictatures, mais elle n'existe pas non plus en démocratie. En fait, la liberté n'existe nulle part. Et voilà. Et pour son caractère antidémocratique, Grignon, dans ses pamphlets, il va s'en prendre beaucoup à la démocratie. Là, on revoit aussi toute la pensée et l'argumentaire de l'antimoderne. Il va dire un peu que c'est la souveraineté populaire qui a porté au pouvoir des dictateurs comme Staline, Hitler et Mussolini. Et on voit dans l'autre citation, ça illustre aussi le fait qu'il se rebelle contre la démocratie, mais il ne veut pas non plus être sous une dictature. D'ailleurs, il va demander à ce qu'on applique la loi du cadenas, donc la loi du gouvernement Duplessis qui tenait à contrer le communisme, donc on l'applique également au fascisme, et il va s'en prendre beaucoup à Adrien Arcand dans ses pamphlets, qui va appeler le bouffon hitlérien. Il va dire qu'il faut l'enfermer, ce
qui est assez ironique aussi parce que Arcan faisait lire les pamphlets à ses troupes, à ses membres du parti. Donc, voilà pour l'anti-lumière. Passons maintenant au pessimisme. L'anti-moderne est convaincu d'une décadence historique. Valdôme va parler d'un siècle monstrueux. Il va parler d'une époque pourrie jusqu'au cœur. Mais il va surtout être pessimiste en regard de la société canadienne-française. Dire que le peuple canadien-français, c'est le peuple le plus arriéré, le plus avaché, le plus bête. On va dire que le seul art, finalement, la seule supériorité du peuple canadien-français, c'est dans son autodestruction. Et l'autre caractère pessimiste de l'antimoderne porte sur sa vision de l'homme. Pour l'antimoderne, l'homme est naturellement mauvais, d'où le besoin d'encadrement par une société hiérarchique, organiciste. Val-d'Ombre, ça passe par l'Église catholique et la paysannerie. Mais encore une fois, on le voit, Val-d'Ombre n'est pas très optimiste par rapport au sort, à l'avenir de la paysannerie. Il veut dire que l'homme n'aime plus la terre, et à cette époque-là, on propose diverses solutions pour maintenir les gens dans les campagnes et tout. Donc, on va parler de modernisation des campagnes ou encore on va proposer la colonisation. Mais selon Val-d'Ombre, c'est un problème qui est plus moral. Donc, on a perdu un peu une certaine mystique de la paysannerie qui a été perdue et qu'on ne peut plus presque rien faire. Nous sommes scandaleusement américanisés, nous sommes perdus. Donc, ce qui est lié un peu au pessimisme, c'est le péché originel. Pour l'antimoderne, il n'y a pas de juste sur la terre. Personne n'est innocent. Tout le monde naît avec le péché originel. Pour l'antimoderne, tout châtiment est toujours mérité. Donc, il y a une certaine pensée doloriste chez l'antimoderne qui fait une vertu de la douleur. Pour l'antimoderne, c'est bien de souffrir. Et même, en fait, s'il n'y a pas de juste, il y a des saints qui acceptent de souffrir et qui peuvent donc racheter les péchés des autres et gagner leur ciel. Là, j'ai mis une petite image un croquis de Donalda, donc personnage d'un homme sans péché qui rachète peut-être le ciel aussi de Séraphin par la souffrance qu'elle endure. Donc, on le voit chez Val-d'Ombre, pour lui, la fin capitale de tout catholique, c'est la douleur qui nous vaudra la vue de Dieu. Et il fait de la souffrance une gloire temporelle de l'âme chrétienne. Et ça participe aussi de sa vision de la paysannerie. Pour lui, la vie paysanne est souffrante, c'est se soumettre un peu à la terre, c'est un peu aléatoire, donc c'est très difficile. Il va d'ailleurs critiquer le roman de Louis Aymon, Maria Chapdelaine, jugeant que c'est un portrait un peu trop idéaliste de la paysannerie canadienne. Donc, je vais passer maintenant au sublime, donc le caractère esthétique de l'antimoderne. Donc, le sublime, c'est au sens d'Edmund Burke, un philosophe anglais. Le sublime, pour lui, c'est une émotion qui a trait, en quelque sorte, à ce qui est terrible, à tout ce qui traite d'objets terribles, une émotion, on pourrait dire, un peu romantique. C'est l'émotion de la terreur avec l'infini, donc en puissance, donc quelque chose d'un peu démesuré. Donc l'antimoderne va avoir une certaine admiration pour la violence. Et là, on retrouve aussi l'ambiguïté de la Révolution. Par exemple, Baudelaire, qui est une autre figure antimoderne, va parler du plaisir naturel de la démolition. On va se remémorer sa participation à la Révolution de 1848. Donc, pour l'antimoderne, le génie a besoin de violence et de sang pour s'épanouir et atteindre au sublime. Et ça, on le retrouve assez souvent chez Val-d'Ombre. Il va associer des artistes comme Baudelaire, Peggy, Beethoven à des figures comme Lénine, Hitler et Mussolini, donc qui sont attirés par l'absolu et qui ont un caractère violent dans leur démarche.
Il va d'ailleurs dire que les découvreurs et les créateurs sont toujours des violents. Et même certains contemporains de Valdôme faisaient de lui un révolutionnaire, peut-être un peu pour cet aspect-ci. Je vais passer maintenant au style, donc à la vitupération. L'antimoderne, comme je dis, va prendre un ton de prophète, il va chercher la polémique, il va avoir un ton très véhément. Et c'est un peu ce qui le distingue, je crois, le plus du traditionnaliste. Le style traditionnaliste est souvent plat, simple, mesuré. Par exemple, je crois que c'était Sioran qui lisait Joseph de Maistre et n'en revenait pas des idées indéfendables et de ces sophismes à outrance qu'il faisait. C'est pour ça qu'il était intéressé par cette figure. Donc, l'antimoderne, ça va être, même le compagnon parlait d'un personnage un peu taquin, donc ça va être aussi un passionné de la langue, qui va être ironiste, styliste. Donc c'est un peu ça qui le fait survivre, l'antimoderne. Et on le voit beaucoup chez Val-d'Ombre. Par exemple, il va parler de Duplessis comme de notre Mussolinette nationale. Il va aussi utiliser des néologismes. Il va beaucoup s'appuyer sur la langue populaire canadienne ou la langue orale, ce qui lui donne un peu un plaisir à la lecture, même s'il défend des idées assez indéfendables, surtout en regard de notre époque. Donc voilà pour Val-d'Ombre et son antimodernité. Là, je vais parler un peu des difficultés méthodologiques que je vais rencontrer, que je rencontre un peu en utilisant ce concept de l'antimodernité, qui est un concept issu, qui est vraiment issu de la tradition française, donc de l'histoire littéraire française. Par exemple, au Québec, il n'y a pas vraiment, même si on a encore... on parle beaucoup de la Révolution française, mais on n'a pas de mythe ou d'événement fondateur qui ferait entrer la société québécoise dans la modernité, si ce n'est la Révolution tranquille qui va venir dans les années 60. Donc, un sentiment partagé, qui n'est pas tout à fait faux non plus, de vivre encore sous une forme d'ordre ancien. Le Québec, d'une certaine manière, de cette époque-là, représente encore une sorte d'enclave où il y a encore des signes de l'ordre ancien qui ont réussi à mieux se maintenir qu'ailleurs. On le voit beaucoup chez Val-d'Ombre avec... il parle beaucoup de la paysannerie comme étant un peu des paysans français issus de l'Ancien Régime. Et sinon, il y a le nationalisme québécois qui est très différent du nationalisme français. Parce que si on n'a pas de mythe pour notre entrée dans la modernité ou d'événements fondateurs, il y a quand même l'événement marquant de la conquête au Québec. Donc, le nationalisme québécois, il y a aussi cette prise de conscience-là en tant que peuple de la domination, comme je disais, économique des Anglais qu'on va retrouver dans les années 60 et qu'on trouve sous une autre forme dans les années 30. Donc, il y a le rapport en l'anglais qui est aussi, qui entremêle aussi le rapport à la modernité. Donc, l'anglais, c'est un peu, c'est associé à la ville. Donc, c'est aussi un élément important à prendre en compte. Et sinon, on a aussi une tradition littéraire incertaine. Je crois que c'est une expression venue de Michel Biron. Donc, on a une jeune littérature qui n'est pas encore tout à fait autonome. Encore beaucoup la présence de la pensée catholique et aussi de la pensée nationaliste qui influence les œuvres. Donc, il n'y a pas vraiment de moderne à proprement parler qui vont se concentrer uniquement sur la forme, un peu des surréalistes. Ça va être une différente modernité qu'on va rencontrer dans ces années-là. Donc, voilà pour la présentation. Merci.